Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité, commençons ce journal par parler de la situation des discothèques. Après les annonces du déconfinement, les gérants de boîtes de nuit sont dans l'incompréhension. Ils se sentent oubliés, voire inexistants aux yeux du gouvernement. Fermées depuis mars 2020, les discothèques vendéennes pourraient ainsi connaître un deuxième été silencieux. Reportage Alexia Janet. Ça va faire 14 mois que cette piste de danse est plongée dans le noir, silencieuse. Pour ces deux gérants, le maintien de la fermeture des boîtes de nuit est incompréhensible. Il y a un sentiment d'injustice, il y a un sentiment d'exclusion, de mise à l'écart, de mise sur le côté. Aujourd'hui, il y a le côté par contre psychologique et moral qui est extrêmement pesant. Parce que c'est très pesant de se dire on ne sait pas où on va, on n'a pas de perspective, on ne nous donne pas de réponse, il n'y a pas de date butoir. Depuis bientôt 14 mois, on a l'impression de ne pas exister. On est absent de tout. On a été pendant de nombreux mois absent des négociations. En Vendée, sur la vingtaine d'établissements, 2 ne rouvriront pas leurs portes. Une situation qui devient compliquée financièrement, malgré les aides de l'État qui représentent un palier de 10 000 € par structure et par mois. Mais pour certains, cela suffit à peine à payer le loyer. Pour beaucoup, ça ne couvre pas ce qu'il faut. On est obligé d'injecter nous-mêmes. Tout le monde ne peut pas le faire. On est obligé de vendre des choses. Tout le monde ne peut pas le faire. Donc l'accompagnement financier et économique, il est pitoyable. Et c'est surtout du goutte à goutte. On est sous perfusion, nous. On a bouffé notre trésorerie de l'entreprise et personnelle, parce qu'on a quand même on est obligé de mettre de notre argent personnel pour sauver l'entreprise. Après, l'entreprise est enfin sauvée. Donc on est au moins ça, on est heureux. Mais maintenant, on aimerait un peu, même beaucoup, travailler. Et justement, ce directeur se dit prêt à reprendre du service avec un protocole sanitaire en place. Nous, on est prêt à accepter beaucoup de protocoles. Il ne faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Hein. La distance physique, après, on peut diminuer nos jauges, mais pas non plus trop. Ou alors qu'on nous fasse ouvrir avec le pass sanitaire. Les professionnels de la nuit demandent à pouvoir ouvrir cet été ou d'avoir une date de reprise pour se projeter. Désormais, on compte moins de 1500 discothèques sur tout le territoire français. Conséquence également de la crise sanitaire, la filière du canard en Vendée a dû diminuer sa production. Et les éleveurs du département se retrouvent en effet depuis 6 mois sans leurs principaux clients, les restaurateurs très friands de recettes à base de canard. Le ministère de l'Agriculture vient ainsi de mettre en place une aide financière à hauteur de 3 millions d'euros. Une enveloppe qui ne prend pas en compte la totalité des acteurs du secteur, selon Guy-Marie Brochard, le président du comité interprofessionnel du canard à rôtir. Cette aide, elle est uniquement destinée aux éleveurs, en sachant qu'il y a les autres maillons qui ont été fortement impactés, entre autres les couvoirs et aussi les abattoirs. Est-ce que le gouvernement envisagera d'autres mesures à l'avenir? Parce qu'il faut savoir que quand même, on est sur ces 3 millions sont sur l'année 2020 et quid de 2021. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on se remobilise pour une autre aide ou d'un autre montant, voire? Des propos recueillis par Marie-Aimée Caupleutre. En politique, un mot des élections départementales dans le canton d'Esnay. Un binôme s'est officiellement déclaré aujourd'hui. Il s'agit d'Alain Leboeuf, conseiller départemental sortant et ancien maire de Roche-Servière, et Mireille Hermouet, conseillère départementale sortante et maire de Saint-Denis. Lachevasse, écoutez. Nous sommes intimement convaincus qu'il nous faut continuer à changer, à évoluer. Nous voulons une Vendée innovante, une Vendée dynamique sur tous ces projets, que ce soit dans le domaine des transitions énergétiques, dans le domaine des transitions numériques, dans le domaine de l'économie qui doit continuer à proposer des emplois à l'ensemble des Vendéens. A noter qu'aucun autre binôme n'a déclaré officiellement de candidature dans ce canton d'Esnay pour le moment. Au chapitre éducation, intéressons-nous aux enfants à haut potentiel. Ils représentent environ 2% de la population. Souvent appelés surdoués par le passé, la réalité est aujourd'hui différente. Ces enfants sont certes plus précoces et plus rapides à comprendre certaines choses que les autres, mais ils peuvent également souffrir de difficultés d'apprentissage. L'association Esmeralda a ainsi été créée pour permettre aux parents d'échanger et de mieux comprendre leurs enfants. Reportage Alix Lanos. Quand Anne s'est retrouvée en difficulté avec son fils de 5 ans qui ne voulait plus aller à l'école, elle s'est tournée vers Aurore, elle-même maman de 2 enfants précoces, des enfants dits à haut potentiel.
Ensemble, elles font le même constat. Difficile de trouver des professionnels pour diagnostiquer et prendre en charge leurs enfants. L'idée de l'association Esmeralda voit alors le jour. Il faut qu'on puisse orienter les parents vers des professionnels et qu'on s'oriente nous-mêmes sur des professionnels mais proches de chez nous. Au départ, l'idée c'était ça. A découlé plein d'autres choses, l'idée de faire des ateliers avec des parents qui étaient comme nous, qui avaient besoin d'échanger comme nous, de faire des temps où on pouvait parler entre nous sans se juger les uns les autres mais en se donnant des astuces. Des astuces pour répondre au plus juste aux comportements souvent inadaptés de ces enfants HP. C'est des enfants qui ne sont pas capables de gérer leurs émotions, du coup ils sont pétris d'angoisse. Et ça peut être très 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 prenant et le cadre est extrêmement important parce qu'ils passent leur temps à taper dans le cadre. Un cadre auquel s'est longtemps heurté Noan, notamment à l'école primaire. Y a certaines choses que je comprenais plus vite. Je finissais mes exercices avant tout le monde. Et du coup, je m'ennuyais souvent et du coup, je faisais un peu le bazar dans la classe. À l'école, Noan est isolé, même harcelé. Il met du temps à trouver sa place et il lui faudra attendre d'être au collège pour que sa précocité ne soit plus un handicap pour lui. Beaucoup d'enfants à haut potentiel se retrouvent en effet confrontés à une méconnaissance de leurs besoins et de leurs caractéristiques. C'est justement pour sensibiliser et informer les professionnels que l'association a développé une mallette pédagogique à destination des écoles. Il y a beaucoup de fausses idées sur les enfants au potentiel. C'est pas des enfants surdoués qui connaissent tout. Il y en a beaucoup qui sont aussi en difficulté. C'est des enfants qui sont tout le temps en train de bouger. Souvent les maîtresses disent il tient pas en place sur sa chaise. Mais en fait, ils apprennent comme ça. D'où des fauteuils basculants comme ça, ou alors des ballons qu'on peut mettre à la place des chaises pour leur permettre juste d'avoir un mouvement et que ça leur permette d'enlever ce stress en fait. Ou cette agitation qu'ils ont tout le temps. Des objets déstressants et des idées simples à mettre en place pour faciliter la vie et les apprentissages de ces enfants qui représenteraient un peu plus de 2% de la population. Et puis toujours à propos d'éducation, la ville de La Roche-sur-Yon renouvelle pour 3 ans jusqu'en 2023 son projet éducatif de territoire à travers 3 axes: bien vivre ensemble, prendre soin de soi et de l'environnement, ainsi que découvrir et expérimenter. Et l'objectif est ainsi de proposer aux enfants de 2 à 15 ans des actions avant, pendant et après les temps scolaires. Les maisons de quartier, les écoles, la CAF ou encore les associations culturelles et sportives ont été associées à ce parcours éducatif. Concrètement, des actions, que ce soit autour de la citoyenneté, on a pu le voir, autour de la culture, puissent venir enrichir et compléter les apprentissages qui sont faits à l'école, qui leur permet ensuite de pouvoir poursuivre et leur scolarité, et ensuite leur formation pour devenir ensuite des citoyens. Au logis de la Chabotterie, le restaurant gastronomique a désormais un nouveau chef à sa tête. Après Thierry Drapeau, de 2004 à 2020, il s'agit de Benjamin, pâtissier, accompagné de sa femme Audrey. Le couple a déjà entamé des travaux de décoration à l'intérieur de l'établissement. Ils ont également décidé de faire appel à des artisans et producteurs locaux pour réaliser leurs cartes et organiser la salle. Le restaurant devrait accueillir du public début juillet. On est en train de regarder pour travailler avec une eau microfiltrée. Voilà. On essaye aussi d'avoir un côté un petit peu éco-responsable dans la mesure du possible et puis dans ce qu'il est possible de faire par rapport au métier. Sur les arts de la table, on a déjà commencé à travailler avec une céramiste, avec un forgeron pour les couteaux. Voilà, on essaye de mettre en avant un peu le territoire, mais pas que dans l'assiette, aussi sur la mise en scène, sur le côté art de la table. On termine ce journal par un focus sur la ville de La Roche-sur-Yon et plus particulièrement sur son créateur, Napoléon. Demain, mercredi 5 mai, nous fêterons le bicentenaire de la mort de l'empereur en 1821. Après les guerres de Vendée, Napoléon décide ainsi de faire de La Roche-sur-Yon la préfecture de la Vendée. Alors que la ville n'est qu'un bourg, les architectes et ingénieurs de l'époque vont imaginer le Pentagone et les grands boulevards du centre-ville tels que nous les connaissons actuellement. Retour sur l'histoire de la ville avec Grégoire de Châtillon. L'ombre de Napoléon plane depuis maintenant plus de 2 siècles sur la ville. En effet, le 25 mai 1804, soit seulement 7 jours après sa proclamation en tant qu'empereur, Napoléon Ier décide par décret de transférer la préfecture de la Vendée de Fontenay-le-Peuple vers La Roche-sur-Yon. Jugeant Fontenay trop excentré, le jeune empereur de 35 ans souhaite ainsi pacifier la Vendée.
La ville, elle part de rien, puisqu'il ne faut pas oublier qu'elle avait été quand même détruite pendant les guerres de Vendée. C'était un petit bourg à l'époque, La Roche-sur-Yon, en 1793, et la ville avait subi des destructions, donc il fallait partir de zéro. Mais La Roche-sur-Yon avait l'intérêt d'être vraiment centrale au niveau du département. C'était à l'axe des routes principales de l'époque, Nantes-La Rochelle et Saumur-les-Sables. La Roche-sur-Yon, c'est sa ville, comme il le dit. Sa ville, à cette époque, la ville s'appelle Napoléon. Cas inédit en Europe, la ville aura changé 8 fois de nom en 70 ans. La Roche-sur-Yon, ancienne principauté de 1473 à 1770, commence alors, grâce à Napoléon, à se transformer à son image. Les travaux démarrent par la place centrale, située sur le promontoire de la ville. Là, la place Napoléon, c'était un forum grec. L'église, c'était un temple grec. Le palais de justice, qui est aussi un des éléments phares de cette place, est constitué sur les mêmes bases. C'est la seule à s'être appelée Napoléon, c'est la seule qui a été dessinée de la sorte, avec son pentagone, ses 5 boulevards, et qui embrasse justement le cœur de ville. Comme un phare au point le plus haut de la ville, la statue équestre de Napoléon, érigée en 1854, domine les 4 axes principaux menant vers le chef-lieu du département, autrement dit vers la capitale de la Vendée, la capitale des Vendéens depuis 1804, ce peuple de géants comme Napoléon aimait les appeler. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Retour de l'actualité vendéenne demain de 7h à 9h dans la matinale. Très bonne soirée sur TV Vendée.